Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à Elle se raconte. C'est une émission spéciale 8 mars 2014 que vous offre Vox Africa. Ce soir, nous recevons Marie-Louise Eteki Otabela. C'est la toute première femme à proposer sa candidature à une élection présidentielle au Cameroun. On se retrouve juste après. Bonsoir Marie-Louise Eteki Otabela. Bonsoir Annie. Merci de nous recevoir chez vous. Ah, c'est la moindre des choses. Pourquoi avoir accepté de vous prêter à ce jeu, à cet entretien? Mais parce que je fais ça pratiquement tous les 8 mars. Je reçois des femmes qui veulent qu'on reparle de la question des femmes chez moi. Et ça fait depuis 1984, donc ça fait, vous voyez vous-même, 30 ans. Donc chaque fois, comme les femmes ont beaucoup de créativité, chaque fois, la forme de ces entretiens change. Donc, tantôt, c'est des expositions, tantôt, on fait un repas, tantôt, on fait une conférence. Mais là, ce 8 mars, nous avons choisi à Vox Africa de mettre dans ce pied cette émission. Elle se raconte. Et Elle se raconte, nous avons choisi pour cette première édition des pionnières. Est-ce que vous vous considérez comme une pionnière dans votre domaine au Cameroun? Ben, il faut peut-être d'abord dire c'est quoi mon domaine. Alors moi je suis quelqu'un qui a fait les sciences politiques. Bon, j'ai fait jusqu'au PhD, donc j'ai une formation en sciences politiques au plus haut niveau. Donc à partir de ça, j'ai vraiment milité en politique. Je me suis battue depuis pratiquement l'année du bac, quoi, depuis les années 67. Donc, et je suis rentrée au Cameroun pour intégrer les masses, comme on disait après mai 68 en France. Votre parcours, notre collègue Rémi Sabimana nous raconte ce parcours justement. Les téléspectateurs et nous, on va suivre ensemble et on revient juste après. Je dois mettre mes lunettes. À 67 ans, Marie-Louise Otabela est une maman comblée de 3 enfants et grand-mère de 8 petits-fils. Mariée à René Eteki depuis 1968, elle est aujourd'hui la présidente de la Coordination des Forces Alternatives, un parti politique légalisé en 1997. Elle rentre dans l'histoire du Cameroun comme la toute première femme à avoir posé sa candidature pour le poste de président de la République. Mais en 2004, sa candidature est rejetée, un rejet qu'elle considère alors comme un affront en publiant dans la foulée son deuxième livre, Cameroun, le face-à-face manqué, dans lequel elle explique que sa candidature a fait peur au président Biya. Un livre publié quelques années après 2 autres ouvrages, Misère et grandeur de la démocratie au Cameroun en 1987 et Le totalitarisme des États africains, le cas du Cameroun en 2001. Féministe convaincue, Marie-Louise Eteki Otabela lance en 2007 l'opération 100 femmes au Parlement. Elle propose alors que cette instance soit majoritairement constituée de femmes. Car pour elle, la femme africaine n'a pas de problème de développement selon une tribune qu'elle publie en 1994. Titulaire d'un PhD en sciences politiques obtenu à l'Université de Montréal au Canada, Marie-Louise Otabela est une fille d'un haut cadre de l'administration et donc élevée à l'abri du besoin. Mais elle n'a jamais caché son militantisme pour la cause des défavorisés. Elle fait d'ailleurs partie des étudiants descendus dans la rue en France en mai 68 contre les affres du capitalisme et de l'impérialisme. L'année 1969 marque le premier retour dans son pays qu'elle avait quitté 10 ans plus tôt pour la France. En 1989, dépitée par le changement qui n'arrive toujours pas, elle s'envole avec sa famille pour le Canada, où elle restera en exil pour, dit-elle, prendre un peu de recul. 2 ans plus tard, un coup de fil de sa sœur lui expliquant que les gens étaient descendus dans les rues lui fait comprendre que l'histoire se joue sur place au pays, et c'est ainsi qu'en 1992, elle rentre définitivement au Cameroun, où elle continue sa lutte au sein de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, avant de créer quelques années plus tard la Coordination des Forces Alternatives. Un parti avec lequel elle va tenter à nouveau de se présenter à l'élection présidentielle en 2007, une élection qu'elle choisit ensuite de boycotter en 2011, estimant que les conditions minimales administratives n'étaient pas remplies pour une échéance équitable.
Une femme de caractère qui ne s'avoue presque jamais vaincue selon ses proches. Deux combats guident le quotidien actuel de Marie-Louise Eteki Otabela. Faire comprendre d'abord aux politiques qu'aucun développement n'est possible dans un pays sans l'élaboration d'une politique du genre basée sur l'équité. L'autre combat, c'est celui de rassembler les peuples camerounais. Un projet qu'elle pilote depuis 2008 et qu'elle présente aujourd'hui comme l'alternative absolue pour sortir du régime Biya qu'elle qualifie de totalitaire. Alors, première réaction, est-ce que ce portrait est fidèle à la réalité? Oui, oui, c'est fidèle. Hein. Vous savez, quand on a une histoire qui dure depuis aussi longtemps, avec toutes ces tentatives et toutes ces actions que nous avons menées, je pense que vous vous en êtes bien sortis, vous avez pris l'essentiel. D'accord, merci. Alors, comment se passait l'orientation scolaire à l'époque? Puisqu'on regarde dans le portrait, on se rend compte que vous avez fait un bac philosophique. Pourquoi avoir choisi le bac philo? Ben parce que moi, je suis quelqu'un qui pense. Et je dis toujours que moi, je ne fais pas, même en politique, la politique, comme on dit, on se lève, soit on dit il faut les soutenir, soit... moi, je pense d'abord la politique avant de la faire. Donc, j'ai toujours été, depuis mon enfance, quelqu'un d'assez réfléchi. C'est pour ça que la philo en classe de terminale, ça m'intéressait plus que les mathématiques. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un bac philo. Et donc, du bac philo... Licence, maîtrise. Licence, maîtrise. En sociologie, option de développement. Voilà. Qu'est-ce que vous visiez exactement? Est-ce que vous aviez déjà une idée Mais précise oui, de ce que vous l'idée, vouliez c'était faire? de savoir qu'est-ce qu'on entend par développement. Pourquoi les Occidentaux pensent qu'il faut qu'ils développent nos pays? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que nous-mêmes, ça veut dire que nous sommes dans l'incapacité de développer nos pays? Donc, je suis allée dans cette filière-là et je me suis rendu compte que, en fait, c'était un autre mot pour désigner la domination dont nous sommes victimes depuis des décennies. Et donc, c'est un peu pour ça que je suis sortie de là pour dire je vais maintenant essayer de faire la science politique. Et à l'Institut supérieur des sciences politiques. En oui, France d'abord. En France d'abord. Je dis toujours à la rue Saint-Guillaume comme le à président la Biya. rue Saint-Guillaume. Pourquoi cette précision? Mais parce que c'est la vérité. Il semble que Biya était à l'Institut de Sciences Po à la rue Saint-Guillaume. Donc moi j'ai commencé mes études en sciences politiques dans cette rue-là en 68-69. Donc j'ai fini et ensuite je suis rentrée au Cameroun, comme je disais tout à l'heure, pour intégrer les masses. Ça veut dire que nous étions un peu envoyés par l'UPC pour enclencher la révolution au Cameroun. Alors, donc on a fait ce que nous avons pu. Et donc moi je suis repartie au Canada en 89 pour aller faire un PhD en sciences politiques. Mais là, pourquoi vous faites ce PhD en 96? Vous avez déjà 46 ans? Oui. Vous avez l'impression de ne pas avoir terminé quelque chose? Non, mais c'est parce que, comme on dit, je suis venue sur le terrain, j'ai fait la politique, j'ai étudié, analysé ce qui se passait, comment fonctionnait l'État au Cameroun, comment fonctionnait mon pays. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était important de quand même pousser la formation politique jusqu'au plus haut niveau. Et puis j'ai une amie avec qui on a essayé de lancer le mouvement féministe dans les années 80 qui m'a dit, écoute, toi tu veux faire la politique, mais il faut que tu puisses avoir quand même un niveau pour affronter les intellectuels et les gens qui ont fait des études importantes en sciences politiques. Vos études. Voilà, donc c'est pour ça que je suis retournée aux études à 40 ans passés pour aller faire un PhD en sciences politiques, mais cette fois au Canada. Est-ce que ce n'était pas le moment de faire les enfants? C'est pas tout ça qui vous a traîné par hasard? Bien sûr, mais la chance que j'ai dans ma vie, c'est que moi j'ai un mari qui a compris que j'étais pas quand même le genre de femme à être juste femme au foyer, à élever les enfants. Donc je faisais tout ça, que ce qu'on appelait à un moment donné les superwomen, c'est-à-dire j'étais là à la maison, s'occuper des enfants, je travaillais, je faisais mes études et de temps en temps, régulièrement, j'allais passer mes certificats. Et donc c'est comme ça que j'ai pu avoir une licence, une maîtrise en sciences, en sociologie, avant de repartir tous ensemble au Canada où j'ai pu faire donc des études en sciences politiques. Alors puisque vous parlez de votre mari, nous allons vous faire regarder la rubrique que nous appelons Incursion, et qui en fait est le témoignage de quelques personnes proches de vous et qui parlent de vous. Donc votre mari, monsieur Eteki, avec qui vous êtes marié depuis 50 ans maintenant. D'accord. Cette femme-là est née avec l'engagement politique. Son père a fait de la politique au Otabela Hubert, que c'est un connu.
Et elle dit qu'elle fait la politique depuis l'âge de 7 ans. En fait, elle a une politique de droite et de gauche. C'est une bourgeoise, parce que son père était quand même personnalisé dans ce pays. Elle passait des heures à discuter politique avec mon père, notre père, Hubert Otabella. Et je pense que c'est de là que vient... c'est pas pour rien qu'elle a fait des études de sciences politiques. Est-ce que Madame Eteki est intellectuellement inférieure à la femme qui dirige le Brésil? Est-ce qu'elle est intellectuellement inférieure à celle qui dirige l'Argentine? Est-ce que le Chili, elle est intellectuellement inférieure? Est-ce que la chancelière d'Allemagne, qui fait de très très bons résultats, est supérieure à Madame Eteki en intelligence? Non, moi je ne crois pas. C'est une femme qui est très intelligente. Elle est très intelligente, elle est courageuse, son esprit et sa tête bouillonnent d'idées, mais encore faut-il que dans un contexte comme le nôtre, qu'elle puisse s'exprimer. Si elle a fait des études politiques, c'est parce que quelque part, elle savait que son combat pour les femmes, la justice pour les femmes, ce sont des choses essentielles et des choses importantes dans sa vie. Et d'ailleurs, ce que les gens ignorent, ce que les femmes ne savent pas dans ce pays, c'est que les femmes ne pouvaient pas sortir du Cameroun sans l'autorisation de leur mari. Et beaucoup ignorent que Marie-Louise est à la base de cela. Et l'amour pour elle, c'est un sentiment fondamental. Pas l'amour chrétien, mais l'amour vraiment à tout point de vue, donc forcément chrétien. Elle est très sévère, mais elle pardonne tout. Elle est partiale parce que quand elle aime les gens, elle aime les Camerounais, elle aime les Noirs, elle aime les Africains. Elle devient presque injuste tellement elle est passionnée. Elle ne supporte pas la misère, c'est-à-dire la misère de l'âme, de l'esprit. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'il faut être sale, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'il faut être voleur, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'il faut n'avoir pas telle ou telle vertu. Et c'est une femme généreuse. Ça veut dire qu'elle ne tolère rien, mais pardonne tout. Déjà, moi le premier, bon, je ne sais pas comment j'ai fonctionné pendant ces 50 ans, mais ça n'a pas toujours été facile. Mais ses enfants, c'est pareil. Alors qu'elle est sévère, elle a un garçon et 2 filles qui sont comme tous les jeunes, ils draguent, ils sortent, ils font un tas de choses. Mais elle est presque comme un curé, ouais, ça c'est pas bien, ça c'est pas... Bon, et moi c'est l'inverse, elle laisse-les tranquille. Ça fait un peu l'équilibre. J'ai dit que c'est une personne très intelligente, c'est une personne très courageuse, c'est une personne qui est très fidèle en amitié. Son expression favorite, elle dit qu'elle a toujours dit que elle pense que les femmes peuvent faire la politique autrement, hein, avec l'amour. Alors Marie-Louise Eteki, Waouh, début j'ai blanc, plus rien à dire là. votre mari, 50 ans de mariage, Oui. C'est quoi le secret d'une telle longévité? Ben, je crois que c'est d'abord l'amour, mais l'amour intelligent. Il faut être capable de comprendre l'autre, de comprendre les situations, l'environnement dans lequel on vit. Et puis l'amour, bon, peut-être les gens croient que c'est un grand mot, donc peut-être que pour ça on l'utilise pas souvent. Mais je crois qu'il y a eu entre mon mari et moi une grande amitié. C'est-à-dire qu'on a toujours été avant tout des amis, avant d'être mari et femme. Donc on se comprenait au quart de tour, on faisait tout ensemble. Donc, bon, est-ce que l'amitié c'est très important? C'est très important parce qu'on ne peut pas vraiment aimer quelqu'un si c'est pas un ami d'abord. Donc c'est un ami, ça veut dire c'est quelqu'un qui va vous comprendre. Quand vous allez, bon, il parlait de mes exigences et tout ça. Si c'était pas un ami, il n'aurait pas compris que moi je devais sortir souvent pour aller finir mes études. Il n'aurait pas compris que, bon, toutes sortes de choses qui sont... Les gens on pense que quand on vit avec quelqu'un, bon, chacun doit faire des concessions. Mais ce n'est pas des concessions par rapport à son exigence de vie et à ses valeurs. Moi, je ne fais pas des concessions sur des choses que je pense que sont essentielles à la vie. Et je pense que aussi, j'ai l'habitude de dire que
quand on rencontre l'homme de sa vie ou la femme de sa vie, c'est peut-être aussi une sorte de grâce, parce que tout le monde court après l'amour, mais bon, combien de personnes arrivent vraiment à vivre un grand amour? Donc alors, moi, je peux dire que je l'ai vécu, au moins pendant des années, et puis bon, maintenant c'est vrai que nous sommes un peu âgés, nous sommes fatigués, donc c'est un peu plus, peut-être un peu plus compliqué, mais c'est important de fonctionner au diapason avec quelqu'un pour fonder sa vie et pour construire. Et cette exigence de construire sa vie, ça veut dire qu'on n'accepte pas les choses telles qu'elles nous sont imposées par la société, et on décide ensemble qu'on construit quelque chose qui nous convient, et généralement qui nous grandit, qui nous permet d'être des personnes humaines peut-être exceptionnelles. Et je dois dire que beaucoup de gens se demandent comment M. Eteki a pu supporter une femme féministe. C'est ce que j'allais vous demander, lorsqu'on est une femme féministe pure comme vous, comment est-ce que ça se passe dans le foyer? Est-ce que l'homme, M. Eteki, tout le temps était obligé donc de vous laisser gagner en quelque sorte les matchs qu'il y avait dans le couple? Non, il n'était pas obligé. Disons que la communication, c'est très important. Il faut que deux personnes puissent communiquer. Que quand je pose un acte, bon, ça veut dire que en fait c'est le résultat des discussions que nous avons eues. Nous avons dans notre couple pris l'habitude depuis toujours de discuter. Quand nous étions jeunes, parfois ça durait jusqu'à 2 h du matin, 3 h du matin. Ben, maintenant on se réveille plus tôt parce qu'on dit que les vieux ne dorment pas. Bon, encore que mon mari, lui, se prend pas pour un vieux. Il dit qu'il vieillit doucement. Ça veut dire que ce n'est pas encore arrivé à son niveau. Donc, je veux dire une complicité qui est liée à beaucoup de communication, se parler et s'expliquer, analyser les choses, expliquer à l'autre. Et c'est pas juste pour dire assieds-toi là, je vais t'expliquer. C'est une façon de vivre qui consiste que chaque fois que tu poses un acte, chaque fois que tu expliques à l'autre que voilà, c'est pour ci, pour ça. Donc, si cette personne est vraiment ta personne, mais elle doit te comprendre. C'est comme si tu disais à une maman que pourquoi vous aimez votre enfant. C'est votre enfant, c'est votre personne. Donc c'est difficile. On n'y arrive pas toujours, mais je pense que c'est important d'être avec sa personne, de trouver sa personne dans la vie et d'essayer de construire sa vie avec sa personne. Alors votre mari et votre sœur font savoir que votre engagement politique puise sa source depuis la concession familiale. Oui, parlez-nous un peu de votre père, M. Otabela Hubert. Il faisait de la politique, déjà. Oui, il a été d'abord enseignant à la mission catholique de Mva. Donc après, il a fait du syndicalisme. Et moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se souviennent de lui, de comment il était aussi dans les coopératives de plantains chez nous. Il permettait d'amener toute cette production de la laquée de notre village des Banga et tout ça en ville. Donc c'est en arrivant à Yaoundé dans les années 40, 46, qu'il s'est engagé politiquement dans le parti de M. Okala Charles. Donc c'était ce qu'on appelait à l'époque les socialistes africains. Bon, donc cela dit, il n'a pas toujours été du côté du pouvoir actuel. Donc il a eu une traversée du désert. Et je pense que c'est à cette occasion aussi qu'on a eu le temps de vraiment parler politique et de discuter. Et quelle a été son influence dans votre vie politique, dans votre parcours? Ben, c'était vraiment, c'est la personne que moi je considère que le seul héritage que j'ai eu de mon père, c'est la passion pour la politique. Parce qu'il me disait toujours qu'un vrai leader ne fait pas un discours avec un papier. Un vrai leader parle de la politique et il faut que ça sorte de ton cœur et que tu parles aux gens des choses telles que tu les sens et les choses qui sont importantes. Donc je crois que j'ai hérité cette passion. Bon, même dans les années où il traversait, comme on appelle les traversées du désert, on lisait Le Canard enchaîné ensemble dans son petit bureau de la chambre de commerce quand je suis revenue au Cameroun. Alors bon, il me disait toujours, écoute, c'est pas la peine d'être aussi radical, parce que quand nous sommes rentrés en 70, il n'était même pas question pour nous d'avoir une nounou à la maison. On pensait que c'est l'exploitation du peuple et tout ça. Donc il me disait, écoute, essaye d'être moins radical, tu verras, ça se passera tout seul, ça tombera tout seul. Bon, visiblement, donc lui, il est parti juste 2 années après l'arrivée de M. Biya au pouvoir. Mais quand le régime a changé, il me disait toujours, tu vois bien, je t'avais dit que ça viendra tout seul. Et moi, je lui réponds, mais ce n'est pas venu tout seul, c'est parce que nous avons été là.
Alors vous dites souvent, pour blaguer peut-être, je ne sais pas, que votre engagement politique a débuté à l'âge de 7 ans. Oui, même je si dis officiellement c'était en 67. Comment est-ce possible? Oui, j'ai dit à l'âge de 7 ans parce que je dis toujours qu'en fait, je n'ai pas épousé un Étonne parce que les Étonnes ont refusé de voter pour mon père. Parce que mon père a été candidat aux élections dans les années 50. Dans son propre fief. Dans son propre village. Donc, il était en concurrence avec André-Marie Mbida et tout ça. Donc, bon. Et donc, moi, j'ai des souvenirs de mon enfance dès 7 ans. Des gens qui ont des déclarations de vote. Donc, j'entendais toujours tel, à tant de vote, tant de vote, toute petite. Donc, je dis, mon engagement politique date de là quand j'ai dit que les gens de mon pays ont refusé de voter pour mon père. Donc, je me suis dit d'abord, je n'épouserai jamais un bêtis pour ça. Et deuxièmement, je ferai la politique comme mon père n'a pas pu la faire comme il aurait voulu. Vous avez la rancune tenace. Oui, est-ce qu'on peut décider de ne pas épouser quelqu'un d'une tribu quelconque? Non, mais d'abord parce que je suis contre les tribus. Je ne crois pas aux tribus. Moi, j'ai fait des analyses politiques. C'est mon message. Marie-Louise Eteki Otabela, avez-vous déjà été l'auteur d'un acte de corruption pour accélérer un dossier? Non. Vous vous êtes déjà fait justice vous-même? Non. Avez-vous déjà été victime de violences de la part d'un homme? Violence physique? Non. Seriez-vous né au Cameroun si vous aviez le choix? Oui. Avez-vous menti depuis le début de cette interview? Non. Alors, vous n'avez jamais été l'auteur d'un acte de corruption pour accélérer un dossier, mais est-ce qu'un de vos dossiers a déjà traîné quelque part? Parce qu'il paraît que c'est la mode au Cameroun, il faut accélérer les dossiers avec de l'argent. Est-ce que votre dossier a déjà traîné quelque part parce que vous n'avez pas donné de l'argent? Ben non, ça a peut-être traîné quelque part, mais... Pour d'autres raisons? Pour d'autres pas raisons. Forcément. Oui. Pourquoi vous avez hésité? C'est la troisième question. Savoir si vous avez déjà été victime de violences de la part d'un homme. Ben parce qu'on est toujours victime de violences, mais je veux dire qu'un homme m'a pas frappé. Alors, on va un peu revenir à la place de la femme dans la politique camerounaise. Oui. Comment vous jugez-vous le Cameroun aujourd'hui? Comment vous classez le Cameroun dans la prise en compte du genre, dans les politiques? Ben écoutez, moi, ce que je voulais dire et mon message, c'est 8 mars, ça sera là-dessus, c'est de dire que qu'il s'agisse de la question de l'égalité homme-femme, hein, qu'il s'agisse de la question des droits des femmes, ou même des violences qu'on vient d'évoquer là, je crois que personnellement, et avec les femmes qui sont un peu dans ma perspective de pensée, nous avons eu quand même des avancées. Par exemple, vous avez évoqué le fait qu'on peut maintenant sortir du Cameroun sans avoir besoin d'une autorisation. Donc vraiment, je veux dire que de ce point de vue-là, j'ai envie de dire, moi j'ai passé le relais. C'est-à-dire, il y a des jeunes femmes maintenant qui ont pris ce combat. Et on a vu en 2012, là, elles sont 55%, elles sont 55 femmes désormais à l'Assemblée nationale sur 180. Est-ce que c'est suffisant? Oui, non, est-ce mais que c'est nous, assez? on voulait 100 femmes au Parlement. Vous êtes à 55. Et 100 femmes au Parlement, on nous dit, bon, vous devez être content quand même, il y a 55, mais il y a donc, 55. Environ 32% des femmes. Il y a 55 femmes là, mais ces femmes-là, j'espère qu'elles ne seront pas là juste pour décorer l'Assemblée. Donc nous voulons 100 femmes pour qu'il y ait une majorité de femmes à l'Assemblée pour une fois qui fassent avancer non seulement la cause des femmes, mais qui prennent vraiment qui votent des lois, qui fassent voter des lois dans l'intérêt du peuple camerounais tout entier. C'est pour ça que nous voulions cette majorité de 100 femmes au Parlement. Mais est-ce que l'amélioration des conditions de vie des femmes passe forcément par la prise du pouvoir politique? Bien sûr, parce que la question des femmes aujourd'hui dans notre pays est une question politique. C'est de ça qu'il s'agit. Je disais tout à l'heure qu'on a déjà montré que ce n'est plus une question d'égalité homme-femme, ce n'est plus une question juste des droits des femmes, parce que les femmes aujourd'hui, je crois qu'elles sont quand même conscientes de leurs droits. Donc ce n'est plus une question juste des violences, parce que moi je ne vois pas beaucoup de femmes aujourd'hui qui continuent à accepter. On leur fait des violences, mais elles n'acceptent plus. Et en tout cas, elles savent qu'il y a des associations pour les soutenir, pour qu'elles sortent de là. Donc la question qui se pose aux femmes aujourd'hui dans notre pays, c'est qu'une minorité de Camerounais, peut-être 5%, on a dit ça, a confisqué le pays, tout le pays, y compris les femmes.
Parce que le 8 mars, là, on leur impose des comportements. Hein. Donc, une minorité de Camerounais a confisqué le pays. Donc, le problème des femmes en politique aujourd'hui, ce n'est pas de prendre le pouvoir, de militer pour des postes et tout. Le problème des Camerounais et des Camerounais, c'est comment nous allons sortir de cette impasse au Cameroun. Et moi, je suis convaincue qu'il n'y a que les femmes, il n'y a que la femme qui peut nous sortir de là sans trop de violence, sans qu'on retombe dans des violences comme ce qu'on voit dans tous les pays africains. Parce que le changement... En parlant de violence, vous appelez au soulèvement du peuple. Mais de ça, on en parlera tout à l'heure en toute fin d'émission. Oui. Nous allons d'abord vous soumettre à la prochaine rubrique qui s'appelle Face à eux. Et là, vous êtes face à nos téléspectateurs qui ont accepté de vous poser des questions via nos réseaux sociaux, c'est-à-dire la page Twitter de Vox Africa et la page Facebook de Vox Africa. Ces questions sont devant vous. Vous allez tirer au sort 3 parmi ces questions et vous allez répondre. Bon. Ok. Alors, la première question... c'est de Walter Selim, ami avec Paulin Mbala et 57 autres personnes. Le phénomène Kawala a-t-il lubrifié les vannes d'inspiration de cette dame? Bon, qu'est-ce qu'il faut répondre? Le phénomène Kawala, c'est justement pour dire que ça, c'est la conception du pouvoir des femmes. Quand une femme dit même qu'elle est pionnière, c'est qu'elle montre la voie. Elle ne dit pas « je veux le pouvoir pour confisquer le pouvoir ». Elle dit « je montre la voie, j'ouvre la voie ». Donc moi j'ai été parmi les pionnières comme toutes celles que vous voyez là. Parce que la première, j'ai dit « une femme aussi peut diriger le Cameroun ». Alors après, Madame Kawala et bien d'autres femmes, et j'espère de plus en plus dans l'avenir qu'il y aura des femmes comme Madame Kawala pour dire nous aussi nous pouvons diriger le Cameroun parce que nous avons des compétences dans tous les domaines. Deuxième question. Alors, Wilfried Amous. Au Bénin, on a connu des femmes candidates aux élections. Elles ont l'habitude de tenir des propos féministes et leur projet de société ne se borne qu'à ça. Vos expériences vous ont-elles à l'endroit de la patrie où doit-on s'attendre à ce que vous servez de suppôt au guide providentiel en mobilisant pour lui l'électorat féminin? Le marionnettisme, c'est le fort des femmes qui désirent briguer la magistrature chez moi. Oh là là. Chez lui au Bénin. Au Bénin. Bon. Je pense que peut-être une femme a été une des premières au Bénin à dire « moi aussi, je peux diriger mon pays ». Et je pense qu'il va falloir que les hommes africains, surtout les jeunes hommes africains, laissent leur chance aux femmes. Parce que je suis persuadée que les femmes ont une capacité à diriger les communautés humaines qui a au fondement de cette volonté et de cette capacité le bonheur des gens. Peut-être on vous répondra qu'en politique, on ne laisse pas le pouvoir, on l'arrache. Aux femmes d'arracher le pouvoir. Justement, vous savez pourquoi les femmes depuis 3000 ans ne sont pas venues en politique? Parce que les femmes ne veulent pas arracher le pouvoir. Elles ne veulent pas de ce pouvoir qui est que violence, qui se définit qu'en termes de confiscation, de massacre, de domination, de hiérarchie. Il faut marcher sur les autres. Les femmes ont le pouvoir de donner la vie. C'est ça, elles ont le pouvoir de donner la vie. Donc, elles veulent venir en politique et montrer qu'on ne peut pas donner la vie et venir en politique pour la confisquer. D'ailleurs, comment ferait-elle pour confisquer la vie en politique? Comment ferait-elle pour confisquer les richesses, pour confisquer le pouvoir? Les femmes veulent venir au pouvoir, elles veulent venir en politique comme elles sont dans leur famille, dans leur couple, c'est-à-dire pour le bonheur et le bien de l'humanité. Dernière question, Madame Eteki, peut-être un peu loin de vous. Oui. Parce que ceux qui étaient proches de vous ont été on va prendre celle-là. Voilà. Alors, Valérie Foucault, que pense-t-elle du MRC de Maurice Kamto? Serait-elle prête à faire coalition avec lui? Si oui, à quelles conditions? Sinon, pourquoi? Eh bien, c'est une très bonne question et très intéressante parce que moi, je suis pour dire qu'il faut soutenir les jeunes. Il faut que les jeunes viennent en politique.
Mais nous savons que quand M. Kamto est venu en politique, pour nous, c'était un jeune qui devait prendre la relève de la résistance à un régime politique qu'on nous a imposé depuis des années. Et quand nous avons vu M. Kamto rentrer dans le régime en place, nous nous sommes dit, qu'est-ce qu'il va faire là-dedans? Et quand il en est sorti, jusque-là, il ne nous a pas véritablement expliqué pourquoi il est sorti de là. Mais il m'a fait l'honneur, quand il m'a dit de venir avec lui, il m'a fait l'honneur de venir m'expliquer ses points de vue. Et donc je lui ai dit, écoute, on entre et on ne sort pas de ce régime-là sans y laisser des plumes. Donc, si tu as quelques petites affaires que tu as mis de côté, mets ça à la disposition du mouvement de résistance pour qu'ensemble, nous voyons comment nous allons sortir notre pays de l'impasse politique actuelle. Donc, je suis pour la jeunesse, je suis pour qu'on sorte de là sans violence. Et moi, je pense qu'il n'y a que les femmes qui peuvent nous sortir de là sans violence. Mais si c'est avec M. Kamto, pourquoi pas avec M. Kamto? Alors, revenons un peu à votre vie politique, en une phrase, en une seule question, avant de passer à la prochaine rubrique. Pourquoi avoir boycotté les élections présidentielles, les dernières élections présidentielles au Cameroun de 2011? Ben écoutez, comme vous savez, moi en politique, je ne fais pas la politique seule. Je ne me lève pas pour dire je vais être candidat ou je fais la politique avec des gens. Nous sommes d'abord dans le mouvement de résistance nationale. C'est un mouvement qui date des années 50. Nous sommes avec les forces alternatives, c'est-à-dire les gens qui veulent un autre régime politique. Et pour nous, on a posé des conditions. On a dit aux Camerounais, depuis peut-être 8 ans, 7 ans, c'est quoi l'alternative politique au Cameroun? Ce n'est pas qu'on nous change un monsieur là et qu'on mette un autre monsieur, une autre madame. On veut changer de régime politique. Pour les gens qui sont en sciences politiques, ça a un sens. Ça veut dire qu'il faut d'abord que nous ayons un État souverain. Donc, le Cameroun, l'État actuel a été créé par décret d'un État étranger. Il faut d'abord abolir ces décrets pour que le peuple camerounais se constitue. Et un peuple se constitue comment? Dans le cadre d'une assemblée constituante. C'est cette assemblée que nous appelons l'Assemblée des peuples camerounais depuis des années. Et donc, nous disons que tant qu'il n'y a pas de souveraineté nationale, tant qu'il n'y a pas vraiment une nation, il ne peut pas y avoir un État de droit au Cameroun. Et donc, c'est pour ça que les forces alternatives disent que ça ne sert à rien chaque fois d'accompagner les gens qui sont au pouvoir. Nous voulons changer de régime politique. Voilà pourquoi la plupart des gens qui représentent vraiment le mouvement de résistance au Cameroun et qui sont pour l'alternative, voilà pourquoi nous avons décidé de ne pas aller à l'élection. Mais est-ce que ce n'est pas paradoxal de vouloir le pouvoir, de vouloir changer les conditions des femmes en prenant le pouvoir et de choisir le boycott? Non, je crois, madame, que si nous sortons de cette émission sans que vous compreniez que ce que nous voulons, ce n'est pas prendre le pouvoir que les hommes ont, je crois que l'émission n'aura servi à rien. C'est prendre le pouvoir, quelle que soit la manière avec laquelle vous voulez prendre le pouvoir. Le but, c'est de prendre le pouvoir et changer les conditions de vie des Camerounais. Non, nous voulons libérer les Camerounais et nous voulons le bonheur des Camerounais. Ça n'a rien à voir avec le pouvoir tel que vous l'imaginez ou tel qu'on nous l'applique depuis 50 ans. Ce pouvoir-là, c'est un pouvoir pour dominer les gens, pour massacrer les gens, pour s'approprier des biens qui ne sont pas à nous. Ce n'est pas comme ça que les femmes veulent arriver en politique. Les femmes veulent arriver en politique dans de bonnes conditions. Je vous le conseille. Photographie de vie, c'est un ensemble de photos que vous avez vous-même choisi à feuilleter avec nos téléspectateurs. D'accord. Et on va s'y mettre tout de suite. Alors, nous allons passer à la prochaine rubrique de cette émission. Il s'agit de photographie de vie. C'est quelques photos que vous avez sélectionnées pour nous et que vous avez accepté de partager certains souvenirs de votre parcours avec nos téléspectateurs. Alors, je vous passe l'appareil pour que vous puissiez feuilleter. On va feuilleter ensemble. D'accord. Là, vous êtes avec vos enfants? Non, là, je suis avec ma fille aînée, Diane Eteki, qui a conçu même le concept des pionnières, là, et qui a donc fait cet exposé au Centre culturel français l'année dernière. Mais là, nous sommes à Nairobi, à la conférence des Nations Unies pour les femmes, pour la décennie, là, en 85, avec Esther Ndale, dont nous étions allés là-bas pour mobiliser les femmes aussi, participer à cette conférence internationale, et c'était à nos frais.
En tant que féministe, on avait payé le voyage nous-mêmes. Et nous étions allés, on a fait, bon, on n'était prévu nulle part, hein, comme une association féministe. Donc on a été là-bas, on a installé notre table et on a ouvert un cahier pour demander le soutien des féministes du Cameroun. Que les femmes, et plein de femmes sont venues signer pour soutenir les féministes du Cameroun parce que c'était le moment où nous avions posé nos statuts pour avoir le papier, le récépissé pour être reconnu comme une association de défense des droits des femmes. Et à cette conférence-là, justement, on a une photo aussi d'Angela Davis qui est venue nous soutenir parce qu'elle était venue à Nairobi pour soutenir les femmes africaines. Vous connaissez Angela Davis, qui la grande militante américaine, voilà, une des femmes les plus wanted des États-Unis à son époque. Donc on était très fiers d'avoir participé à cette conférence des Nations Unies à Nairobi. Bon, là, c'est la photo des gens au Canada. Quand je suis arrivée là-bas, le prix, j'ai eu le prix Pearson. C'était un prix qui est donné par un institut qui est rattaché à un institut du gouvernement, qui donne un prix qui récompense des gens qui ont contribué pour l'avancement ou le progrès dans leur pays. Donc, il m'avait donné ce prix en 89. Et c'est comme ça que nous sommes partis au Canada. Et là, donc, nous sommes avec tous les gens qui sont venus des autres pays du monde et qui ont eu ce prix-là. Et c'était un concours. C'est eux qui reconnaissent que dans tel pays, il y a telle personne qui a contribué au progrès de son pays, au progrès de l'humanité. Moi, je venais de publier mon premier ouvrage, Misère et grandeur de la démocratie au Cameroun. Vous savez, c'était au moment où on parlait là du renouveau, de l'alternance et tout ça. Donc, il m'avait décerné ce prix et c'est comme ça que j'ai pu aller au Canada pendant 1 an grâce à ce prix avec toute ma famille. D'accord. Bon, cette photo, c'est une conférence à Dakar. Donc, c'est une conférence sur l'association de l'association des femmes africaines pour la recherche et le développement. C'est Marie-Angélique Savané, qui est une des grandes figures politiques du Sénégal. C'est elle qui avait créé cette association panafricaine. Et donc, nous sommes là à un dîner, un déjeuner, après avoir fait une assemblée générale de cette association. Donc, moi, j'ai été secrétaire générale de cette association pendant 2 ans. D'accord. Donc, c'était à Dakar. Là, c'est avec Madame Bébé. La femme de Francis Bébé. La femme de Francis Bébé. C'était sur un bateau mouche à Paris. C'était l'anniversaire du pharmacien Galemiano qui avait organisé ses 50 ans sur ce bateau-là. Et là, on s'est retrouvé avec un certain nombre de Camerounais. Donc, la femme de Francis Bébé. Et c'était un moment très agréable. Est-ce que vous le connaissiez bien, Francis Bébé? Je ne le connaissais pas beaucoup, mais c'est quelqu'un que nous connaissons tous comme quand même un grand musicien, un grand artiste. Et vous savez, bon, on a beau être féministe et faire de la politique. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas de connaître et de soutenir et les artistes et les footballeurs. Vous avez vu qu'on a parmi les pionnières, Madame Françoise Mbango, qui est quand même la première médaillée d'or au Cameroun, et la seule d'ailleurs, je crois. Donc ça, c'est une photo quand nous avons organisé la marche des femmes vers le Parlement. C'était toujours dans le cadre de l'opération 100 femmes au Parlement. Donc on avait mis des banderoles dans la rue et c'est une de ces banderoles-là. Il y avait une comme ça à Douala et une autre à Yaoundé qui a toute une histoire. On m'avait dit que non, l'avenue du 27 tout à Yaoundé, on ne peut pas mettre une banderole comme ça parce que c'est Madame Biya qui décide. J'ai dit ah bon? En tout cas, moi je suis aussi une Camerounaise. Mettez la banderole, on va voir si elle va la faire enlever. Mais elle est restée. Elle est restée, on ne l'a pas enlevée. Des fois, il s'agit juste des excès des ailes aussi. Voilà. Donc ça, c'est le mouvement dont je vous parlais tout à l'heure, le cri des femmes camerounaises, qui a été un mouvement de mobilisation des femmes dans toutes nos provinces. Pourquoi vous avez tenu à ce que cette photo soit là? Ça, c'est parce que c'était dans mon jardin à Yaoundé. Parce que les délégations qui sont venues du Nord Cameroun,
puisque la réunion n'a pas pu avoir lieu. Donc ces délégations-là, je les ai reçues à la maison presque pendant une semaine. Les délégations du Nord, Cameroun, il y a eu 3 délégations. Donc on est là avec les femmes du Sud, que ma mère, qui est sur cette photo, qui est maintenant décédée, avait affrété 2 cars pour venir participer à cette réunion à Yaoundé. Donc il y a là, moi je suis debout là en train d'introduire le débat, il y a là le Nord Cameroun et le Sud Cameroun réunis dans le jardin que j'appelle le jardin des piqûres. C'est pour ça que mon message pour ce 8 mars, c'est comme disait Épicure dans son jardin, la révolution sans le pouvoir. Voilà, là c'est la dernière photo. C'est le couple Eteki, bon, les anciens. Donc, une photo qui doit être récente, apparemment. Oui, c'est une photo récente, il n'y a pas longtemps qu'on nous l'a pris et bon, je trouve qu'on est encore assez beau, même ancien, c'est un beau couple. Voilà. Merci de vous être prêtée à ce jeu, Madame Eteki. C'est moi. Alors, vous parlez souvent de révolution, de prendre le pouvoir aujourd'hui, d'alternance. Oui. C'est des mots qui reviennent beaucoup dans votre discours. Mais est-ce qu'on peut faire l'alternance sans aller vers les faits, sans prendre son destin en main? Oui, mais justement, moi je dis que les gens qui pensent que ça ne sert à rien d'écrire les livres, ça ne sert à rien de faire la formation politique, ils se trompent. Simplement parce que, vous savez, en 90, quand le mouvement social a redémarré, on parlait beaucoup d'alternance. Il y avait même le fameux concept Biya must go. Hein? Donc nous, on a toujours dit depuis que notre parti existe que ce n'est pas l'alternance qui va nous sortir de l'impasse actuelle, c'est plutôt l'alternative à ce régime politique. Nous ne sommes pas pour changer un homme à la tête de l'État, nous sommes pour changer un régime politique. Ça prend des principes, ça prend des mécanismes et ça prend un fonctionnement complètement différent. Donc il ne faut pas que les Camerounais pensent que parce qu'on a fonctionné 50 ans de la façon que nous tous nous déplorons aujourd'hui, un autre fonctionnement n'est pas possible. Madame Eteki, à quoi consacrez-vous vos journées lorsqu'il n'y a pas des échéances électorales comme en ce moment? Je suis une Camerounaise comme toutes les autres. J'ai une famille, donc je m'occupe de ma famille, de mon mari, de ma famille. J'ai des petits-enfants. Et mes activités politiques, à ce moment-là, au quotidien, c'est lire, écrire, répondre à l'abondante courrier sur Internet et sur les emails que je reçois, des centaines et des centaines de messages que je reçois. Les gens font comme si Madame Eteki, c'est le Messie. Il y en a qui disent « Ah, mais pourquoi on ne vous entend plus, pourquoi on ne vous voit plus ?» Mais j'ai dit que c'est ensemble que nous devons changer les choses. Et pour changer les choses, je suis allée jusqu'au régime actuel au pouvoir, dire à une émission de la CRTV que nous voulons, pour commencer, les régimes actuels, ils peuvent poser un acte pour montrer aux Camerounais qu'ils veulent que quelque chose change. Nous avons besoin d'un médiateur de la République. Doit-on passer par la force pour changer le régime au Cameroun? Donc, ce n'est pas la force pour changer le régime politique. Nous avons besoin d'un médiateur. Les gens qui ont tout confisqué, il faut qu'ils comprennent que on veut un médiateur qui prenne un peu des gens qui ont confisqué les choses là, mais qui prennent aussi les gens qui ont essayé de se tenir à l'écart ou les gens qu'ils ont laissés de côté parce que ces gens les dérangeaient. Donc nous voulons quelqu'un qui rassemble tout ce monde-là, qui crée des institutions, des nouveaux mécanismes pour montrer que le Cameroun peut être un pays où il y a à boire et à manger pour tout le monde. Et il faut des gens qui se soucient de l'intérêt général. Et nous devons donner l'exemple en Afrique. C'est pour ça que je dis de la même façon que Oumyobé a été le premier à se lever en Afrique pour dire « je veux l'indépendance de mon pays ». Je dis que ce 8 mars, les femmes doivent être les pionnières pour la libération du premier pays en Afrique. Donc nous sommes là pour dire que nous voulons la révolution. La révolution que nous voulons là, ce n'est pas pour dire qu'il faut casser les choses, qu'il faut faire la violence. Nous voulons un modérateur ou une modératrice, ça peut aussi être une femme, qui prend 5 patriotes et 5 personnes qui sont responsables de l'état actuel du pays. Nous faisons un gouvernement de transition et ce gouvernement de transition doit convoquer les peuples camerounais pour que nous ayons une nation constituée et que nous commencions à prendre des
mesures d'urgence qui vont permettre la libération du peuple camerounais. Merci. Voilà mon message. Ce sera votre mot de fin politique. Voilà. Nous allons sortir de cette émission avec la dernière rubrique Oui. qui va peut-être vous sembler, en tout cas nous, elle nous intéresse beaucoup parce que Oui. vous êtes obligés de juger les personnes que vous allez voir sur ces photos en un seul mot. Donc vous n'avez que quelques secondes pour réfléchir et je promets aux téléspectateurs que vous ne connaissez pas de qui, vous ne savez pas de qui il s'agit. Nous avons choisi les photos nous-mêmes et nous allons vous les montrer au fur et à mesure et vous les jugerez, vous résumerez les personnes en un seul mot. Oui. Amadou Ahidjo, c'est le premier président de la République du Cameroun. S'il fallait le résumer en un mot. Ben moi, dans mes écrits, je dis c'est le premier égocrate du Cameroun. En sciences politiques, tout le monde comprend ce que ça veut dire. Et son successeur, c'est Paul le Biya, deuxième égocrate. vous allez finir par nous expliquer. Ben non, l'égocrate, c'est la personne qui concentre tout le pouvoir en elle, dans un pays, en faisant comme si, en dehors de cette personne, plus rien n'existe. Newton Fundi, tête de file de l'opposition au Cameroun. Ben, c'est ce que nous avons appelé l'opposition institutionnelle, c'est-à-dire l'opposition que Biya s'est donnée. Laurent Gbagbo. Un grand patriote africain, nous l'avons soutenu dans son combat contre les oppresseurs et nous espérons qu'il s'en sortira vivant et qu'il reviendra peut-être un jour remettre la Côte d'Ivoire sur les rails d'un pouvoir populaire. Vous allez jusqu'à affirmer dans une interview qu'il doit être élu président des États-Unis d'Afrique. Je dis que ça devrait... Non, ce n'est pas un peu trop, parce que vous ne savez pas ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, pour les Français, c'était leur pays modèle, leur pays pionnier. C'était la manière française de diriger nos pays. Donc, la Côte d'Ivoire, c'était le modèle du développement français. Donc, pour que les Français décident de détruire la Côte d'Ivoire, c'est que Laurent Gbagbo leur a posé un problème. Et c'est pour ça que nous étions on n'a malheureusement pas assez de temps pour vous parler de Laurent Gbagbo. Hélène Johnson Sirleaf, présidente du Libéria. La première femme à la tête d'un pays africain. J'aurais bien voulu que ce soit nous au Cameroun. Malheureusement, on ne nous a pas donné cette chance, mais nous sommes contents que ce soit quand même un pays africain qui a une femme à sa tête. Alors, merci de vous être prêté à ce jeu, mais je ne sortirai pas sans poser la question, parce que vous n'avez pas tiré cette question au sort là tout à l'heure, mais je vais la poser quand même. Pourquoi est-ce que vous mettez un seul côté de boucle? Ah voilà, je porte une boucle d'oreille en la mémoire des femmes camerounaises qui se sont battues pour l'indépendance du Cameroun. Beaucoup ont été tuées dans les maquis camerounais. Et moi, je porte une boucle d'oreille parce que quand on les attrapait dans le maquis, on leur arrachait une boucle d'oreille. Donc, c'est en souvenir et en mémoire de ces femmes mortes pour l'indépendance et de la libération de notre pays que je porte une boucle d'oreille. Ce n'est pas pour des raisons que souvent les gens s'imaginent que je suis féministe, dont je fais partie des gens qui sont pour le mariage pour tous. Non, moi je pense que chacun vit sa sexualité comme il peut. On ne doit pas imposer la sexualité de façon autoritaire et de façon publique aux gens. Mais moi je porte une boucle d'oreille en la mémoire des femmes qui ont combattu pour la libération du Cameroun et probablement pour d'autres pays africains. Merci Marie-Louise Eteki Otabela d'avoir accepté d'être notre invitée aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. On espère que vous en avez appris beaucoup sur Marie-Louise Eteki Otabela autant que nous. On se donne rendez-vous pour une autre édition de Elle se raconte, spéciale 8 mars 2014.